Eric. L'homme sans cœur dit à Dorothy, « J'ai soutenu cette hache pendant une éternité, et peut-être doit-il continuer de le faire. L'État doit maintenir l'axe. » Dorothée et ses deux entités fictives sont rejointes par le lion peureux. Connu comme le roi des animaux, c'est surprenant de le voir aussi lâche. Il représente les Américains, intrépides autrefois, qui avaient maintenant perdu leur courage. Le courage de dénoncer la faillite, le courage de dire aux créanciers qu'ils ne sont pas de la propriété, qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme collatéral, comme garantie, comme nantissement pour les sommes d'argent prétendument dues. Bien sûr que de traiter avec le fisc a tendance à laisser la plupart dans un état de lâcheté, et c'est en grande partie dû aux mesures sans cœur, illogiques, aux actions impitoyables et stupides d'une organisation fonctionnant strictement et conformément aux lois du commerce. Dorothée et sa gang, pour trouver le magicien et la réponse supposée à leur prière, doivent suivre la route de briques jaunes. Autrement dit, suivre la trace de l'or volé à l'Amérique et découvrir, en même temps, qui en profite. Il est important de se rappeler que dès le début du film, le magicien est représenté par un voyageur charlatan, le professeur Merveille, the Professor Marvel, que Dorothy avait d'abord rencontré quand elle s'est sauvée avec Toto. L'affiche du professeur prétend qu'il a été acclamé par les têtes couronnées d'Europe, passée, présente et future. Et c'est toute une revendication d'inclure le futur. Mais malheureusement, le temps leur donne raison. Les têtes couronnées d'Europe acclament toujours le magicien d'Oz. Avant que les bankers payent l'Amérique, ils avaient déjà retiré le vrai pouvoir aux monarchies et pillé leur royaume. Le royaume uni de dette, les États-Unis de dette, et maintenant les Nations unies dans la dette. Au-dessus de la porte de la caravane trône un crâne. Le charlatan demande ensuite à Dorothy de s'asseoir, de fermer les yeux. Pendant ce temps, lui soutire des informations personnelles prises dans son panier et commence ensuite à donner des infos sur Isis et Osiris, les pharaons d'Égypte, pour ensuite dire que Cléopâtre était soumise à Jules César, que l'Empire égyptien était soumis à l'Empire romain, faisant référence à la religion catholique basée sur la religion égyptienne. On manipule en soutirant des informations et en faisant croire. La grande question du film, c'est pourquoi la méchante sorcière de l'Ouest veut absolument les souliers rouges de Dorothy. Évidemment, les souliers rouges sont de la même couleur que le sang, comme dans la chair et le sang, symbolisant la vie humaine. C'est-à-dire pas une entité juridique fictive, mais bel et bien un individu physique, et à ce titre, il symbolise le côté privé par opposition au côté public. Et c'est probable que les souliers symbolisent le sang qui coule dans nos veines, par opposition à la personne, au citoyen, ou l'encre bleue et noire sur l'acte de naissance, et le sang de l'entreprise. La méchante sorcière veut le sang de la vie des êtres vivants, pas juste l'homme légal de paille. Une des tactiques de la méchante sorcière de l'Ouest est de couvrir la campagne avec des fleurs de pavot, c'est-à-dire la source d'héroïne, d'opium, de morphine. Le fait d'administrer des somnifères symboliques à Dorothy pour sombrer dans l'inconscience et pouvoir lui dérober ses souliers symbolise le rêve américain. Et pour rêver, il faut dormir. Et pour mieux dormir, ils fournissent les petites pilules. Pendant ce temps-là, l'or disparaît et en plus, ils imposent tous leurs décrets. Les somnifères fonctionnent sur Dorothy, le lion, et Toto, les êtres de chair et de sang, mais ne pas affecter la personne morale de l'homme de paille et l'homme de fer. Et les deux derniers ont grand besoin de l'aide de la bonne sorcière du Nord pour s'en sortir. L'identité de la méchante sorcière de l'Ouest est assez claire. Souvenez-vous que sa contrepartie dans la première partie du film était Almira Gulch. Madame Gulch était arrivée à la ferme de Dorothy avec un ordre du shérif, l'ordre exécutif AJR 192 du président Roosevelt, demandant que Toto le chien lui soit rendu parce qu'il avait prétendument mordu Madame Gulch. Même si la tante à Dorothée dit à propos de Toto, il est vraiment gentil avec les gens qui sont gentils.
Madame Gulch appuie son cas en disant que de retenir Toto serait d'aller contre la loi. Quand Dorothy refuse d'abandonner Toto, Mills Gulch se démène avec « Si vous ne me donnez pas ce chien, j'apporterai une dernière poursuite et vous perdrez votre ferme. » En réalité, elle fait peur avec la loi parce que les pauvres gens ne la connaissent pas. Elle n'a aucun droit de le prendre, et elle ne le fait pas. Il faut que Dorothy lui donne son chien de son plein gré. Almira Gulch, la méchante sorcière de l'Est et celle de l'Ouest, sont tous en robe noire, le choix des couleurs pour les robes des juges. Ainsi, elle représente les juges, avocats, essentiellement le système juridique. Ceux-ci sont les bourreaux et les hommes de confiance primaires pour changer le système et pour transférer la richesse de l'Amérique aux banksters internationaux. Les bankers utilisent les lois et le barreau de bar a une histoire très curieuse. Comme c'est de la propriété protégée par copyright d'une corporation britannique, tous les codes publics aux États-Unis et ailleurs sont principalement des lois commerciales privées britanniques. Finalement, les avocats sont peut-être encore pires que nous pouvions le penser. Apparemment, la mauvaise sorcière de l'Ouest n'est rien de plus qu'une exécutive pour les têtes couronnées d'Europe, contrôlée par les banksters, qui veulent non seulement les métaux précieux de l'Amérique et du monde, mais le sang, la vie, par la main-d'œuvre des gens. On se rappelle que Mills Gulch voulait Toto. In toto en latin veut dire à l'intérieur de sa totalité. Autrement dit, elle voulait l'intérieur, l'âme, la conscience. Elle veut qu'on lui cède tout, volontairement. Dorothy et ses amis sont mystifiés par le grand magicien d'Oz. Mais avec l'aide de Toto, ils ont rapidement réalisé que le magicien n'était rien de plus qu'une escroquerie, un humbug, comme dit l'épouvantail, et comme acquiesce le magicien. Recherchez humbug. Même quand il prétend aider l'homme de paille à obtenir un cerveau, il cite que son autorité lui provient du comité de l'université de E pluribus unum. E pluribus unum pourrait être traduit du latin de plusieurs à un seul, ou il ne doit n'en rester qu'un. Et cette phrase figure sur le grand sceau américain et sur les billets de 1 $. Donc, son autorité provient du comité de l'université de E pluribus unum. De il ne doit n'en rester qu'un, et remet un diplôme à l'homme de paille au lieu d'un cerveau, en lui faisant croire à son intelligence. Il dit ensuite au lion peureux que ce n'est pas du courage qui lui manque, mais de la connaissance, et surtout de la reconnaissance. Il lui remet ensuite une belle grosse médaille, une badge. Ensuite, dit à l'homme d'étain, tu sais pas la chance que tu as de ne pas avoir de cœur, c'est pas pratique à moins d'en avoir un en brique. Et au lieu de lui donner un cœur, un vrai, il lui donne une horloge en forme de cœur. Donc, dans le système commercial, pas besoin de cerveau, mais de diplôme, pas besoin de courage, mais de reconnaissance, surtout pas besoin de cœur, que du temps, parce que le temps, c'est le cœur du système commercial. Le magicien dit ensuite à Dorothy que son ballon l'amènera à la terre de E pluribus unum, à la terre de il ne doit n'en rester qu'un, le nouvel ordre mondial. Mais Toto ne veut pas se faire mener en ballon une autre fois, se sauve et Dorothy le suit. Le magicien quitte, laissant le monde d'Oz entre les mains de l'homme de paille, l'homme de fer et du lion. Dorothy, qui veut retourner au Kansas, est heureusement aidée par la bonne sorcière du Nord qui intervient pour dire à Dorothy « T'as pas besoin d'aide, tu as toujours eu le pouvoir de retourner au Kansas. Tout ce que t'as à faire, c'est de cogner 3 fois tes souliers. » Dorothy le fait et retourne à la maison. Et c'est la démarche légale à faire sous une forme de réclamation de droit pour retourner à la maison. 1. Premier avis de compréhension. 2. Deuxième avis d'intention. 3. Troisième avis de réclamation de droit. Ça mène à un jugement administratif. La réalité dépasse toujours la fiction. L'argument est que chacun a le droit et le pouvoir de se réapproprier leur souveraineté, mais ne le savent pas ou l'ont oublié. L'acte même de la réclamation est quelque chose qui est totalement oublié aujourd'hui. Pourtant, celui qui ne revendique pas ses droits en a aucun. Vous avez des recours, des réparations, une rédemption, et vous pouvez dire aux banksters « Je ne suis plus une de vos garanties ». N'oubliez pas de faire vos propres recherches. Sauf bien sûr, si vous préférez continuer à vous faire fourrer par les banksters. Nous avons toujours le choix. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre.